Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique à l'Université Laval à Québec, au Québec, Canada. Au programme cette semaine, actualité, banc d'essai, sujet libre. Là. On va voir où mes collaborateurs, collaboratrices veulent aller cette semaine. Avec moi, j'ai Shirley Plumerand. Comment ça va, Shirley? Ben, ça va très bien et toi? Très bien, merci d'être là ce matin. Ah, c'est l'après-midi pour moi là, 17h40. Ah oui, c'est vrai. C'est Bon. les secrets de Secret de les tournage. coulisses. Voilà, vous savez tout maintenant. Avec nous aussi aujourd'hui, et pour lui, il est 11h40. Frédéric Plamondon est là. Comment ça va, Fred? Salut, ça va bien, merci. Bien hâte de vous entendre aujourd'hui. Écoutez, avant toute chose, suite et fin de notre enregistrement devant public, vous avez écouté lors du dernier épisode notre premier show live. Bravo encore à Frédéric Plamondon, Véronique Tremblay, Sylvain Munger qui étaient là pour cet enregistrement. Et désolé encore à Fred pour avoir perdu sa piste. Pas trop déçu, Fred? Ben non, j'avais hâte de me réécouter, d'utiliser ça dans mes cours, d'en parler à mes collègues, de faire écouter ça à ma mère. Finalement, ben écoute, c'est ça. Oui, Non, c'est pas grave. C'est ça, on a essayé de la récupérer. J'ai écrit au rendez-vous pour savoir, ben coudonc, c'est quoi qui se passe avec la piste à Fred? Parce qu'on était là. C'est vrai, ça s'est passé. Je peux en témoigner, c'était vraiment bon. C'était au moins c'était ta meilleure performance à vie. Mais on ne pourra pas garder des traces Non, de c'est de valeur. Hein? Il y avait vraiment un game changer là-dedans important. C'est plate. Ouais, ça se répète pas, ce genre de choses. Non, c'est un événement. Voilà, donc, priver le monde de ça, je trouve ça triste. Donc, ben oui, je me suis dit que j'allais rendre le monde meilleur, mais pas cette fois-là. Pas cette fois-là. Puis ceux qui étaient là, ben, ça rend encore plus... votre présence était unique puis privilégiée parce que vous avez entendu ça. C'est un cas qui ressemble un peu à ce qu'il y a dans le Hitchhiker's Guide to the Galaxy au début, si vous n'avez pas lu ça, un livre de science-fiction absolument fameux. Je me rappelle pas du début, je me rappelle de 42 puis la référence. Au début, je pense, c'est une femme qui se réveille puis qui soudainement sait exactement quoi dire et à qui pour rendre le monde meilleur. Fait qu'elle se précipite dans une boîte téléphonique. À ce moment-là, il n'y a pas de cellulaire, ça aurait sauvé la game. Elle va dans une boîte, dans une cabine téléphonique, elle prend le téléphone, elle signale, la personne à l'autre bout répond « Allô », puis à ce moment-là, la Terre se fait détruire pour construire une autoroute intergalactique. Oh non, c'est dommage. Ça a été perdu, comme la belle contribution de Fred. Ça s'est perdu à quelque part. Oui, c'est ça, exact. C'est ça. Par une race extraterrestre d'entrepreneurs généraux galactiques qui sont d'ailleurs, dont le sport national est de faire de la poésie. C'est vraiment génial comme livre. Super. Non, à lire et à relire. J'ai lu ça plus jeune, mais c'est sûr que c'est un des classiques. Écoutez, on va poursuivre. Vous le savez, là, lors de cet enregistrement, on a fait nos prix Lovelace et IARC. Je vous ai réservé une deuxième partie. Ce ne sera pas aujourd'hui, ça va être lors du dernier épisode de la saison 5 d'IA Café. Ce sera probablement là, en juillet, quelque part en juillet. Là, on verra jusqu'où on peut se rendre. Et je vais essayer d'inviter mes collaborateurs, collaboratrices qui étaient peut-être pas là au rendez-vous numérique et peut-être Fred daignera se lancer encore une fois sur cette voie-là. On verra si... Je ne prendrai pas de chance, je vais me pré-enregistrer pour cette fois-là. Prends pas de chance. Attends, okay, avec mon premier... excuse-moi Jean-François, avec mon premier sujet, Fred, j'ai peut-être une solution pour toi. Ah oui? Allons-y. Génial. Allons-y dans ce premier sujet. Actualité, banc d'essai, réflexion, analyse. On va commencer par Shirley. Shirley, c'est de quoi tu as envie de nous parler cette semaine? J'avais envie de vous parler de vos voix et de vos visages qui peuvent être volés en presque légalité par l'intelligence artificielle, si ça vous dit. Moi, je pense que je suis au courant avec tous les podcasts qu'on téléverse sur ces outils-là. Je pense que ma voix là, est pillée. Là. Elle n'existe plus. Là. Elle ne m'appartient plus, c'est sûr. Mais comme tu as utilisé...
Non, Pardon, vas-y, excuse-moi. Charlie, excuse. C'est l'année Vas-y. dernière, tu avais fait un test, Jean-François, avec J'allais l'utilisation de essayer. nos voix. Bah voilà. Oui, puis je les avais téléversés. Puis Tu m'enlèves les mots de la bouche. mais je trouve que ça rend les choses concrètes. Tu sais, je prends vos voix, je les mets là-dedans, puis là, tout le monde se sent pillé. Puis ben, c'est ça qui se passe. Là, c'est moi qui est responsable, puis le reste du temps, c'est les GAFAM de ce monde qui font exactement la même chose. Bah là, je vais faire rentrer d'autres acteurs responsables justement dans le game. Bon, c'est lequel? Là? Si ça vous va. Bah alors, c'est pour vous parler d'un marché bien juteux pour certains, un peu dangereux pour d'autres, même beaucoup. Celui de l'exploitation de voix, de visages clonés dans le monde de la publicité. Alors, principalement. Pour bien comprendre un peu le sujet, l'étendue du problème, je vais d'abord faire un petit crochet dans le monde du cinéma pour parler de cas connus. Celui, par exemple, de James Earl Jones, la voix de Dark Vador. Si tu es bon, Jean-François, dans cet épisode, là, tu fais un petit cut et puis tu nous mets la voix de Dark Vador. Release your anger. Ah oui, ok, je vais essayer encore de le mettre là. Avec celle de Dark Vador et on a une conversation. Non, bon, j'arrête. Donc, cette personne qui a signé un contrat peu de temps avant de mourir pour autoriser l'utilisation de sa voix clonée et donc reproduite par l'intelligence artificielle dans les prochains épisodes de la licence Star Wars. Donc, un acteur qui, de par sa voix clonée, devient en quelque sorte immortel. On pourrait s'en dire quelque chose en philosophant sur le concept de mort au cinéma, mais je vais plutôt aller sur le terrain des contrats. Alors, moins sexy, me direz-vous? Pas sûr. En tout cas, pas pour la juriste que je suis. À quoi ça ressemble? C'est un contrat où on cède notre voix comme ça pour l'éternité. Ça me semble engageant comme contrat. T'as déjà touché un petit truc intéressant, justement, Jean-François. C'est pas mal. Il y a des usages abusifs de voix de personnes connues clonées par l'IA, donc utilisées sans autorisation. On en a plusieurs exemples maintenant. Des exemples plus ou moins médiatisés, très médiatisés souvent. En revanche, ce qu'on ne voit pas, c'est le développement d'un marché propice aux dérives dans le monde de la publicité avec des personnes, cette fois-ci, complètement anonymes. Et c'est bien le problème, parce que ces personnes-là sont pas très peu, voire pas protégées. Des modèles de visage ou de voix qui sont recherchés pour être exploités. Concrètement, vous avez des comédiens, des comédiennes, bien souvent précaires, qui passent des contrats pour une journée de travail seulement. Ces acteurs inconnus sont sélectionnés, ils passent devant une caméra, ils doivent interpréter plusieurs différentes émotions. Des contrats qui peuvent apparaître un petit peu lucratifs parce que si on vous paye, je sais pas, 1 000 € ou 1 000 $ pour une journée de travail comme ça, une après-midi de travail, ça peut sembler intéressant pour ces personnes-là. Bien souvent dans le besoin, je le répète. Et ensuite, l'IA prend le relais et vous créez un autre vous virtuel, un avatar capable de dire toutes sortes de choses dans toutes les langues du monde. Et donc, plusieurs comédiens se sont retrouvés à travers le monde face à une réalité que, franchement, je souhaite vraiment à personne. Ils se sont vus sur les réseaux sociaux vanter les bienfaits de produits miracles, amincissants, ce genre de choses qui vantaient des arnaques. Et ils ont vu leur visage ou ils ont entendu leur voix? Les deux, leur visage, leur voix, les deux. Et puis quand ils sont revenus sur leur contrat, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait aucune clause, bien entendu, qui prévoyait que la justification de la suppression de ces vidéos. Parfois, le temps d'exploitation n'est pas spécifié. Ou bien, pire, des personnes se retrouvent, découvrent qu'elles ont cédé des droits à perpétuité. Si jamais le temps d'exploitation est limité, admettons 1 an, pendant cette année, ces personnes, elles n'ont aucune prise sur la revente de leur avatar, très très réaliste à des tiers, ni sur ce qu'on lui fera dire. Elles n'ont aucune prise, aucune visibilité, aucune prise. Ces voix, ces visages clonés, ils sont utilisés pour vendre donc des produits, mais aussi exploités dans le monde de la politique. Imaginez la capacité de diffusion et de propagande grâce à l'IA en période électorale typiquement. Et un deepfake d'Obama, globalement, on peut encore le repérer. Ou du moins, c'est une personne qui aura les moyens de démentir les propos publiquement. Mais pas ces acteurs anonymes, justement. Et voilà pourquoi je voulais en parler de ces personnes connues, de personnes connues, pour ensuite parler des inconnus, souvent précaires. J'en profite pour faire un petit appel aux juristes de la planète IA Café. Tout est à faire
sur le plan juridique, là concrètement, pour protéger ces personnes. Il y a de quoi faire en droit des contrats, en droit du travail, et comme bien souvent, l'intelligence artificielle, elle vient éclabousser plusieurs pans du droit en même temps, donc allons-y. Puis Allons-y. Ouais. j'imagine que si, par exemple, Robert De Niro ou comment s'appelait donc la comédienne que OpenAI a voulu cloner, là. Scarlett Johansson? Ouais. Scarlett Johansson, si eux autres décident de signer un contrat ou de se défendre face à l'appropriation de leur voix, ils ont des moyens de le faire, alors que c'est ça, alors que des gens qui ont plus de difficultés financières ou qui sont dans un contexte plus précarisé vont pas voir passer la cessation de droit. Oui, puis l'idée même de céder ses droits à perpétuité, il me semble que c'est plutôt rare en droit, là. Oui, mais pas impossible, et surtout dans certaines régions du monde où on se passe bien de protéger les personnes. Donc c'est pas impossible, faut faire attention, faut vraiment faire attention. Et là je parle de comédiens, il y a des cas absolument partout. Alors déjà des cas connus, il y en a en France, il y a eu le cas de la voix française de Sylvester Stallone qui voilà. Ouais. Alors, bon, l'imitation bof, mais désolé Jean-François, mais la bande-annonce qui utilisait la voix clonée justement par de l'IA était mauvaise aussi, et c'est justement ce qui a fait réagir sa fille, qui par ailleurs se trouve être ministre en France, sa fille, et donc a un petit peu s'est agitée pour protéger justement et dire qu'elle avait autorisé seulement un essai et pas l'exploitation. Voilà, donc elle a cette capacité aussi d'écoute et puis de pouvoir s'en défendre. Donc voilà, mais c'est les personnes inconnues, beaucoup moins. Et on parle de personnes. C'est comme ça aussi que ça s'articule le pillage des droits d'auteur aussi. C'est qu'on perd la trace de ces utilisations-là dans l'apprentissage, dans tout le processus. Là, les ayants droit, ils disparaissent dans le processus, puis à la fin, mais ils perdent en même temps leurs droits, là. Ouais, et là-dessus, justement, le droit, là, on n'en est qu'à ses débuts. Tu fais bien de le mentionner, tout ce qui va être droit d'auteur, droit de la propriété intellectuelle avec l'intelligence artificielle. On commence seulement à vouloir s'en emparer, en tout cas au sein de l'Union européenne, donc à voir ce que ça donnera. À voir. Merci Shirley. Je me tourne vers Fred. Fred, de quoi parle-t-on avec toi cette semaine? De mon nouveau dada. C'est quoi ton nouveau dada? En fait, je me suis tourné vers l'étude du hype technologique. J'essaie de comprendre qu'est-ce que c'est le hype. Quand on parle de hype technologique ou du hype entourant l'IA, Hyper-enthousiasme. Ouais, c'est ça, mais est-ce que c'est hyper-enthousiasme? Est-ce que le hype, c'est une contraction de hyper, H-I, et enthousiasme, tu sais, hype? Fait que peut-être que c'est ça, mais je me suis mis à chercher un peu plus profondément ce qu'il y avait, puis tu sais, il n'y a pas d'études encore, il n'y a pas un champ disciplinaire, mais c'est pas vrai. Il y en a un qui est en train de naître qui s'appelle les Critical Hype Studies, qui est très récent, puis qui commence à se faire connaître un petit peu. Mais dans le monde de la recherche, les recherches qui portent plus spécifiquement sur ce phénomène-là, du hype qu'on subit à tous les jours, en fait, c'est pas encore structuré comme phénomène de recherche. Fait que dans le monde du management, parce que c'est ça qui m'intéresse, là, c'est à quel point le hype influence la prise de décision managériale. Tu sais, par exemple, quand il y a des décideurs, des décideuses ou des gestionnaires, des directions d'organisation prennent des décisions technologiques, ils sont affectés, comme tout le monde, par le hype, c'est-à-dire par l'espèce d'inflation médiatique qui accompagne les technologies, généralement. Tu sais. Puis, fait que je veux savoir comment ça influence leur prise de décision en matière de choix technologiques, puis en matière d'attente par rapport aux employés, puis en matière d'organisation du travail, puis ce genre de choses. Ce qui fait que je suis allé voir un peu les différentes définitions. Il y en a une qu'on connaît beaucoup, c'est le cycle du hype qui a été théorisé, théorisé, on va rester là pour le moment, mais théorisé par deux auteurs qui travaillaient pour Gartner, qui s'appellent Fenn et Raskino. Puis on le connaît, le hype, là, vous l'avez vu, là, ils reprennent à peu près toujours la même courbe qui vont corréler à plein de phénomènes dans le monde des affaires. Ou dans D'ailleurs, Fred, c'est ça que je cherchais, là, tu m'as vu un peu distrait, je cherchais sur mon ordinateur. C'est l'épisode, on a parlé de ce sujet-là à l'épisode 39, une entrevue avec Maxime Colleret, puis justement, Maxime parlait exactement de cette étude-là. Là. Le titre, ça s'appelle « Économie de la promesse et battage technologique en intelligence artificielle ». Puis justement,
parlais de tout ça, on était dans le début de notre réflexion. Là. Je suis content que tu y retournes. Ah, ben, je vais y retourner moi-même. Je vais aller le revisiter, cet épisode-là. Parce que c'est quand même assez intéressant parce qu'il y a plusieurs perspectives qui permettent d'observer c'est quoi le hype technologique. Fait que je vous donne 3 perspectives différentes, puis après ça, je vous donne un exemple typique du management. Fait que s'il y a des auditeurs, Ça, c'est bien préparé, Fred. Là. Je vous en donne oui, c'est 3. bien, c'est ça. Je vous donne un exemple. On sait où on s'en va. Là. On sait où est-ce qu'on s'en va, c'est ça. Fait qu'il y a le hype tel que il a été considéré par Fenn et Raskino, qui est le cycle du hype de Gartner, puis tout le monde le connaît. Là, il y a une innovation technologique qui apparaît sur le marché ou sur le radar des médias, si on veut, ou de la littérature grise des médias professionnels. Puis là, il y a une inflation des attentes. Il y a une rupture qui s'en vient. Ça va tout changer, ça va bousculer l'environnement. On est encore à cette étape-là avec l'intelligence artificielle. C'est la rupture, c'est ça. Après ça, tu as le gouffre de la désillusion. Fait que là, la on commence à en entendre parler, ça. Puis c'est ça. Puis là, le gouffre de la désillusion, en gros, là, les attentes sont frustrées, puis la technologie répond pas aux attentes, puis finalement, le monde, sans s'en détourner, prennent le discours qui l'entoure avec un gros grain de sel. Puis ça, c'est généralement suivi de la pente de l'illumination. Fait que là, au lieu d'avoir un pic qui monte, si on imagine une courbe, la courbe monte un peu comme comme des montagnes russes. Oui. Là, on redescend dans la désillusion, puis après ça, il y a tout le temps une petite butte. Ce qu'ils appellent la pente de l'illumination, c'est la petite butte après la grande côte, qui permet de reprendre un peu de vitesse, qui va vous amener vers le plateau de productivité. Fait que là, rendu là, on a une compréhension plus réaliste un peu de cette nouvelle technologie ou de cette innovation sociale-là, par exemple, quand c'est une innovation qui est autre que technologique, culturelle, quelque chose comme ça. Ce qui nous permet de prendre de meilleures décisions, de mieux anticiper les problèmes. Donc, on ne peut pas tout faire, mais on sait ce qu'on peut faire avec ça. Puis là, on va faire ce qu'on peut faire avec ça. C'est ça, on s'enligne là-dedans. Puis depuis le temps, on s'attend à ce que l'IA, que ce soit de l'IA générative ou de l'IA prédictive, on s'attend à ce qu'on soit un peu rendu là, à un moment donné. Là, je veux dire, on en parle sans arrêt. OpenAI publie les system cards qui permettent de mesurer. Ils mesurent eux-mêmes le taux de flagornerie de leur modèle, les billets, ce genre de choses. On dirait qu'on reste depuis trop longtemps dans la première étape là, où on tire du financement, on dit qu'on va tout faire, puis on va chercher des ressources. La première côte, là, celle qui monte le petit chariot avant les grosses montagnes russes. On monte longtemps. On pense qu'on est rendu au bout, puis là, il ajoute quelque chose. Puis là, il ajoute quelque chose. Puis là, il ajoute quelque chose. On pourrait faire puis finalement, encore plus. Pour paraphraser Camille Bess, que j'ai entendu ailleurs, je pense qu'il est au CHU maintenant, en tout cas, finalement, l'IA, c'est tout ce qui est populaire dans le moment. Puis ce qu'il faut faire, c'est gonfler encore le discours, le hype autour de l'IA pour être sûr que le chariot ne descende pas dans la pente de la désillusion, parce que là, ça freinerait l'investissement en matière d'IA, puis ça serait coûteux pour beaucoup, beaucoup de gros joueurs. L'autre façon de voir les choses, c'est à travers les études des médias. Là, dans ce cas-là, eux autres, ils considèrent, Wasserman, qui est un de ceux qui a réfléchi le hype. Pour eux autres, le hype, c'est une boucle de rétroaction, mais médiatique. C'est-à-dire, il y a soudainement des médias qui publient de quoi à propos d'une nouvelle quelconque. C'est pas nécessairement de l'innovation technologique. Une nouvelle quelconque. Puis là, cette nouvelle-là est reprise par d'autres médias, qui est reprise par d'autres médias, qui reprennent d'autres médias. Puis il y a une boucle, il y a une enflure médiatique qui a lieu dans le monde médiatique. Puis finalement, c'est la nouvelle qui fait l'événement plutôt que l'inverse. Oui, on voit ça, là. Puis là, on voit ça. Puis ça, d'habitude, ça va s'éteindre, ça va suivre le fil le cycle des médias, puis ça va être remplacé par une autre boucle, si on veut. L'avantage de ça, c'est qu'ici, on pourrait mesurer le hype, de manière presque empirique, au sens de combien de publications, combien de nouvelles, puis après ça, on regarde comment ça marche, puis on regarde comment ça passe. On l'a vu avec les tendances, ne serait-ce que dans l'utilisation. On avait parlé des images de Miyazaki ou créer votre propre petit bonhomme, là. Exact. Donc ça c'est des mini-hypes qui partent puis qui sont remplacés par d'autres. C'est ça. Puis en même temps, qui viennent nourrir aussi le hype technologique autour de l'intelligence artificielle. Regardez ce qu'on peut faire. On pourrait faire ça. C'est malade. Tout le monde fait ça. Puis finalement, on a juste fait ça. Et après, d'ailleurs, très, très critiqué. Les mêmes personnes qui se sont amusées avec ont beaucoup critiqué cette utilisation, notamment d'un point de vue écologique, ce genre de choses. C'est assez... Oui, c'est quelque chose, ça. Puis ça montre à quel point c'est une économie du sacrifice, au sens où on est prêt à exploser une quantité phénoménale de ressources pour un petit peu d'entertainment, là. C'est du gaspillage, mais phénoménal de ressources cognitives, artistiques, culturelles, environnementales. C'est fou, là, pour avoir un petit kick
parce qu'on Un a petit été capable starter de pack se... là, qui coûte cher. Là. En tout cas, franchement, là, je m'arrête là. Troisième façon de J'ai voir... jamais publié ma photo à plus de starter pack. Là. Je me sens... Pour ces raisons-là, je l'ai jamais faite. Là. Des fois, je le montre à ma famille. Regarde, j'ai fait ça. Mais je la publierai jamais sur les réseaux sociaux. Je vais lancer une idée, là, j'ouvre une parenthèse, je lance une idée, là, mais je pense que, étant donné tous les efforts que tu mets dans le podcast IA Café, on devrait partir une campagne de sociofinancement pour te payer un starter pack chez Hasbro, mais un vrai starter pack. Hey, imagine. Ouais. Tellement. Ouais, je te veux habillé en GI avec ton petit kit. Là, en tout cas. Mais Imagine. puis la troisième façon de voir le hype, qui est celle qui me plaît le plus, dans ce cas-là, c'est par Devon Powers qui l'a réfléchi dans un article de 2012, la note sur le hype. Là, dans ce cas-là, le hype, on va le définir plus comme un engagement culturel envers une forme d'innovation ou d'événement. Puis ça, ce que ça veut dire, c'est pas juste un engagement. C'est pas juste un engagement au sens de c'est intéressant, je veux une nouvelle bébelle, puis je veux créer un starter pack juste parce que ça flash sur LinkedIn. C'est pas ça l'engagement en question. C'est plus un engagement culturel au sens de on se sent appartenir à quelque chose qui est en train de redéfinir nos modes d'être, nos modes d'existence dans notre collectivité. Oui. Que ce soit par l'usage d'une innovation technologique, culturelle ou ce genre de choses-là, mais on s'investit de ça parce qu'on a l'impression que c'est cohérent, aligné avec nos valeurs, puis notamment avec comment on perçoit l'avenir. Qui peut être à très court terme, là, ça peut être l'avenir dans 15 minutes, ou à très long terme. On va transformer le monde grâce à l'IA. Puis le fait d'avoir une vision de l'avenir, le fait d'avoir un imaginaire social de ce que l'avenir nous réserve, ça nous permet de négocier le présent pour essayer de créer des réseaux, de s'entendre avec des groupes, d'avoir de l'appartenance, d'imaginer des projets, puis ce genre de choses-là. Fait que le hype, ce qu'il fait, c'est qu'il ouvre une espèce de fenêtre sur ce que l'avenir promet ou pourrait promettre. Puis comme on voit ce qui s'en vient dans l'avenir, on peut s'investir dans le présent, si on veut. C'est un peu ça l'idée. Sachant que l'IA va transformer les organisations, ben les organisations sont désormais justifiées d'intervenir dans le présent pour créer une culture de l'intelligence artificielle, par exemple. C'est ça qui m'intéresse. Mais dans ce contexte-là, le hype joue un drôle de rôle parce que le hype, c'est du désenchantement. Hein. Quand on voit le hype, c'est parce qu'on voit l'ampleur médiatique. Quand on dit ça, c'est du hype, on comprend qu'il y a de l'exagération. Quand on dit ce mot-là, C'est habituellement, critique. c'est une critique. Là, ouais. C'est une critique, c'est juste du hype, par exemple. Oui, la bulle va dégonfler. Ouais. Fait que quand on voit ça, c'est un espèce de désenchantement envers ce qui nous est présenté. Puis ce désenchantement-là s'accompagne d'une forme de désinvestissement envers l'innovation ou envers ce qui est proposé ou ce genre de choses-là. Fait que le hype pour Powers, c'est que ça sert à réguler le marché des idées. Fait que quand il y a une idée qui sort, qui soudainement gagne beaucoup, beaucoup d'attention, puis qui attire, nous hypnotise, voire, ben après ça, elle va être testée. Puis là, les attentes vont être élevées. Après ça, les attentes vont être frustrées. Puis là, l'idée va être rejetée si elle est mauvaise. Elle va être conservée si elle est bonne, puis etc. Fait que le hype, c'est une espèce de levier critique, un sentiment critique qui permet de distinguer qu'est-ce qui est une idée qui est réaliste, qu'on peut utiliser, d'une idée qui est exagérée puis qui ne sert pas à grand-chose, qui est juste du marketing, finalement. Fait que quand on sent le hype, on est comme dans une situation où on est capable de dire, ben ça, c'est une représentation frauduleuse d'une innovation. Qui est peut-être utile pour certaines affaires, mais qui est frauduleuse dans sa représentation. Puis parce qu'on sait ça, on est capable de prendre des meilleures décisions, d'être plus critique, de changer nos comportements, puis d'intervenir. Bref, le hype, dans ce sens-là, est vu comme plutôt une bonne chose, parce que ça nous rend critiques. Ben oui. Fait que je me suis dit, comment les managers... T'avais un exemple. Oui, c'est ça. C'est là que je m'en viens là. Après mes trois perspectives, comment eux autres, ils réfléchissent à ça? Fait que je suis allé chercher la dernière publication de IBM, qui s'intitule, je vais vous trouver ça, là, c'est le rapport d'IBM sur l'intelligence artificielle dans les organisations. Puis ça s'appelle 5 Mind Shifts to Supercharge Your Business. Fait que donc, 5 façons de changer sa compréhension du monde pour supercharger votre organisation. Ouais. Fait que, bon, en chiffres, cette étude-là, c'est la chose suivante. En chiffres, ils ont questionné 2000 directions générales de grandes entreprises dans 33 régions à travers le monde, à travers 24 industries, secteurs d'activité. Puis, ils ont complété ça avec une série d'entretiens avec plusieurs
plusieurs directions générales là, de ces grandes entreprises-là qui sont souvent des leaders. Puis là, ben, c'est intéressant. Ça a été, je soupçonne l'usage abusif d'un système d'IA génératif pour rédiger le rapport, mais si on regarde les chiffres, juste les chiffres, ça donne ceci. Ils ont posé il y a eu plusieurs questions, là, je vous épargne le détail, mais quelles sont vos attentes en parlant aux directions d'organisation, aux directions générales? Quelles sont vos attentes concernant les retours sur vos investissements en intelligence artificielle? 66% de ces gens-là ont répondu qu'ils s'attendaient à ce que l'IA ait un impact significatif et transformatif. Ils ont décidé de mettre significatif et transformatif dans la même catégorie. Ce qui est un drôle de choix. Mettons, entre significatif et transformatif, moi je vois une marge, là, mais bon, en tout cas. Fait que 66% disent que l'IA va avoir un impact significatif ou transformatif sur leur organisation. C'est ce qu'ils souhaitent. C'est ce qu'ils souhaitent. C'est comme, en fait, quand ils investissent en IA, ils s'attendent à ça. C'est ça l'idée. Ils s'attendent à ce que ce soit ce genre d'impact-là. Fait que 66 pensent que ça devrait avoir un impact important, significatif ou transformatif sur la productivité. Si on le mesure-tu, l'impact, à partir de quand ça devient un impact important? C'est pas une mesure financière de l'impact, c'est une mesure des attentes des décideurs. Fait qu'il y en a 66% qui s'attendent à avoir une productivité améliorée de manière significative, voire transformationnelle. 64% s'attendent à une amélioration de la croissance significative ou transformationnelle. Puis 68% s'attendent à ce que leur prise de décision soit positive de manière significativement positive, voire transformationnellement positive, au sens où ça voudrait dire qu'un CEO ou un directeur général qui utilise un système d'intelligence artificielle, peu importe prédictif ou génératif, espère voir sa capacité décisionnelle à être améliorée. Ça veut dire 68% espèrent voir leur capacité à prendre des décisions améliorées. Bon, dans les priorités au top, capacité prévisionnelle, on est fait face à un avenir incertain, fait que c'est normal qu'on va avoir une capacité prévisionnelle. Évidemment, on ne s'interroge pas beaucoup à savoir si tout le monde se met à utiliser l'IA prédictive, est-ce que l'avenir est encore à ce point-là ambigu et incertain? En tout cas, il y a des éléments comme ça qui sont un peu drôles, mais on en reparlera. Les priorités, augmenter la productivité, la profitabilité, bon, ça c'est millénaire, ça ne change pas. Puis augmenter l'innovation aussi. Ce qui est drôle, c'est le portrait de la direction générale. Fait, qu'est-ce que c'est une direction générale à l'ère de l'intelligence artificielle? Hein? C'est quelqu'un qui est connecté. Il faut qu'il soit connecté, il faut qu'il soit réseauté. C'est une personne qui est décisive. Il faut qu'elle soit capable de prendre des décisions. C'est une personne qui devrait être responsable, imputable de l'utilisation de l'IA aussi dans son organisation. On dit pas... Responsable et imputable. Oui, tu sais, comme éthiquement responsable, imputable des effets de l'IA sur l'organisation et sur la citoyenneté, puis la cité, puis ce genre de choses-là. Mais on ne dit pas exactement quelle forme ça doit prendre. Il faut que ces gens-là, les directions générales, pour réussir leur projet d'IA, devraient évidemment être tournés vers l'avenir de l'intelligence artificielle, comprendre ce qui s'en vient, voir loin. On ne parle pas juste d'intelligence générative, on parle d'agents d'IA, d'IA agentique, puis d'IA générale. Il faut qu'ils comprennent ça. Ça, c'est vraiment important. C'est dans le langage. En tout cas, quand tu regardes sur LinkedIn, dès qu'il y a des discours un peu plus économiques, sont vraiment dans cette voie-là. Fait qu'imaginez-vous que ces CEO-là sont sur l'espèce de chariot de la montagne russe. Là, ils montaient, puis là, ils sont arrivés à IA générative, puis là, ils se disent « Ah, wow, ça va vraiment accélérer les processus d'affaires. » Non, pas l'IA générative. L'IA agentique, ça va... Puis là, non, pas l'IA agentique, non, l'IA générale. Mais il faut que tu te prépares avec l'IA générative. Fait que c'est ça. Ouais, ensuite, il faut qu'ils soient informés sur là. Je m'excuse, c'est long, mais vous allez voir, j'arrive. Là. Puis ensuite, il faut que ces gens-là soient libérés. Il faut qu'ils soient émancipés. Ouais, il faut qu'ils soient émancipés. Il faut pas qu'il y ait d'entrave dans leur processus de décision. Parce que l'IA, puis c'est dit textuellement dans le texte, l'IA, les directions générales, dans ce rapport-là d'IBM, n'ont pas besoin d'être clairvoyantes. Les CEO n'ont pas besoin de voir l'avenir. Ils ont besoin d'être appuyés par un bon système d'IA qui va les rendre plus intelligents. Puis pour être capable de faire ça, il ne faut pas qu'il y ait d'entrave dans leur prise de décision. C'est une conception quand même idéalisée d'une personne. Je veux dire, celle-là que tu me décris là, comme CEO tout à coup. Puis là, je vais commencer. Vous le sentez, je suis en train de faire le lien avec le hype. Là. Eux autres, ils ne sentent pas le hype critique. Là. On n'est pas là avec IBM. Là. On est ailleurs. On est en train de monter le chariot. En même temps, ils vont dire. Puis j'aime bien la montagne russe. Là, je me vois en train de monter. Là.
Il y a un On petit se peu dit à chaque fois, d'angoisse en et fait, d'anxiété qui accompagne cette montée-là. on lit ce rapport-là, puis on n'arrête pas de se dire, ben là, on va finir par prendre la vitesse puis y aller. Tu sais. 61% des CEO qui ont été questionnés parmi les 2000 qui ont participé à l'étude se sont dit d'accord avec l'énoncé suivant. L'avantage compétitif de mon organisation dépend de l'accès au système d'IA génératif le plus avancé. Bon, Tu sais, fait c'est que pas rien. on a réussi à les convaincre que c'était C'est ça. important, puis Ouais. ils reprennent ça dans le discours, ils y croient, ça fait partie des nouvelles croyances et mythologies. Sylvain serait content de C'est faire ça, cette exact. conclusion-là. C'est vraiment super. Puis en même temps, après ça, ben, le rapport conclut que seulement 25% des projets d'IA réussissent et atteignent leur cible et que seulement 16% parviennent à l'intégrer dans toute l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe? Ça va être le fun d'analyser ça dans 20 ans quand on va regarder derrière. Ouais. Peut-être qu'on se trompe, là. Peut-être que c'est nous autres qui est un petit peu trop critique, puis effectivement, ça va transformer le monde, puis on va changer, puis la productivité, ça va être malade. Moi, je Ou commence pas, à là, on va penser... regarder derrière, puis on va dire, waouh, on tripait. Moi, je commence à penser que ce qui change le monde, c'est la crédulité, en fait. Ah. Parce que, honnêtement, là, dans tous les chiffres où on regarde, là, c'est juste selon Statista, puis les études que j'ai lues là, en statistique, là, c'est entre 60 et 80% des projets de transformation numérique, incluant des projets d'IA, valent en 2026-2027, devraient valoir en investissement quelque chose comme 3,7 trillions globalement. Là-dessus, les recherches généralement placent les taux d'échec entre 60 et 80%. 60 et 80% de 3,7 trillions, là, ça fait vraiment beaucoup d'argent. Là. C'est des J'ai vu trillions. une étude passer justement cette semaine sur une espèce de méta-analyse économique, là, voir là, entre les promesses, les ambitions, les réalisations. Je vais faire, je ne l'ai pas lu encore, je l'ai vu passer, là, je vais lire ça, je vais essayer de vous en faire un résumé au prochain épisode, là, mais ça s'en vient, ce genre d'études-là. Ça fait assez longtemps que ça existe pour voir, coudonc, là, avec tout l'argent investi, Moi, j'essaie qu'est-ce de suivre. qu'est-ce qu'on a fait, là? Ben, qu'est-ce qu'on en fait? J'essaie de suivre au niveau macro puis au niveau méso un peu, puis jusqu'à maintenant, je ne peux pas dire que les résultats sont là. T'sais, ça accélère de 25% les communications dans l'organisation parce qu'il y en a plein qu'on automatise. Ça rend l'organisation plus plate aussi, puis ça provoque du désengagement, ce qui fait est-ce qu'il y a un gain là réel? C'est difficile à mesurer, là, mais on s'en vient vers là. Mais ce qui est étonnant, c'est que qui prendrait des décisions d'affaires aussi conséquentes que ça, sachant que 60 à 80% des projets d'IA dans l'organisation n'atteignent pas leur cible. Ça ne veut pas dire qu'ils ne fonctionnent pas, ça veut dire qu'ils n'atteignent pas leur cible en termes de retour sur l'investissement. Qui fait ça? Moi, je ne le ferais pas. C'est un peu trop gros, là, si on veut. Puis dans le rapport, pour être capable de... Parce que ça tombe sous le sens. Là. En même temps, ils disent que juste le quart des projets d'IA fonctionnent. Puis de l'autre côté, ils disent il faut vraiment que vous alliez là-dedans. Allez-y, allez-y, allez-y. Mais le quart fonctionne. Puis 16% des projets seulement sont capables d'être déployés dans l'organisation. C'est des gros écarts pour inciter les gens à prendre des décisions. Puis là, il y a des citations absolument fameuses. À travers de tout ça, là, par exemple, puis je termine là-dessus parce que je sais j'ai pris du temps, là, mais je termine là-dessus. Les Faudrait pas perdre ta piste audio, en tout cas, le Fred. Non, pas sur celle-là. Je me reprends d'ailleurs pour ça, c'est ma vengeance. Des citations, des perles du rapport que j'ai traduit en français. Les décideurs qui choisissent de ne pas s'engager dans un investissement en intelligence artificielle choisissent consciemment de ne pas être compétitifs. Oh. Voilà. Les décideurs n'ont pas à être clairvoyants, ils n'ont qu'à faire confiance aux systèmes d'intelligence artificielle les plus performants qui arriveront à les rendre plus intelligents. Les pessimistes ont sans doute l'air intelligents, mais rappelez-vous, les optimistes font de l'argent. Oh. Wow, c'est beau, ça parle de nous autres en plus. Hein? Ça fait un peu développement C'est personnel. vrai qu'ils ont raison, c'est c'est eux autres qui font de l'argent. Ils ont bien raison. C'est quand même pas pire. Hein? Puis parmi les 2000, parmi les 2000 CEO qui ont été interrogés, 37% des décideurs disent qu'il est préférable d'être rapide et dans l'erreur plutôt que de prendre son temps et d'avoir raison. Il faut peut-être pas s'étonner que seulement 25% oh mon Dieu, des organisations atteignent leur cible. C'est un sophisme de première, celui-là. Là.
Fait que voilà des conséquences du hype. Puis je suggérerais à ces CEO-là de commencer à lire en sciences sociales sur ce qu'on dit du hype pour l'utiliser plutôt comme un levier critique plutôt que comme un chariot Oui, de c'est un montagnes levier russes. critique pour être sûr de prendre la pente, là, pour éventuellement être productif. Il faut descendre, en tout cas dans Il faut la ce descendre à un schéma-là. moment donné. Il faut descendre, se prendre une allée, il faut prendre la petite butte. Je l'ai bien vu. C'est Je ça. l'ai bien vu. C'est La la nouvelle petite petite butte, puis butte. après ça, avoir un bel élan pour faire quelque chose de constructif et de productif et de... Fait que ça a été long, mais j'espère que ça a été productif. Merci Fred, merci pour le hype. D'ailleurs, il faudrait faire un jour une étude de notre propre hype avec nos épisodes d'IA Café là, pour voir comment on se promène dans le hype. Je pense qu'on est critique depuis un bout, mais on a eu nos épisodes hype très, très certainement au Il début. existe une expression qui s'appelle le critique hype, donc le hype, la critique, le hype provoqué par la critique. En étant trop critique, on contribue au hype. Faut faire attention. C'est peut-être notre rôle. Et C'est peut-être ça je pense qu'il y a un peu de ça. C'est peut-être notre contribution. Ça sera ça. Merci Fred. Écoutez, de mon côté, moi, je voulais faire un petit retour sur mon prix Lovelace. Si vous avez écouté l'épisode enregistré devant le public, j'avais donné mon prix Nobel. J'avais donné mon prix Lovelace à 2 prix Nobel. Le Nobel de physique qui avait été donné à John Hopfield puis Geoffrey Hinton pour leurs fameux travaux sur les fondements du machine learning, de l'apprentissage automatisé, puis des réseaux de neurones artificiels, je vais le dire. Eh bien, scandale! Scandale parce qu'il y a une controverse autour de ce prix Nobel. En fait, j'avais lu ce... Du beef. Il y a du beef! Yes! J'avais lu sur ce scandale, en fait, cette controverse. J'avais lu, en fait, avant de donner mon prix Lovelace, j'avais lu l'article. Évidemment, devant le public, je ne voulais pas revenir là-dessus parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps, je dirais, pour notre enregistrement. Mais j'avais lu ça c'est un article du Harvard Technology Review. Ça a été publié en novembre 2024. Je vais mettre les instructions, les informations plutôt en note du podcast. Mais déjà, la première controverse, c'est autour de l'histoire d'un prix Nobel de physique qui est donné à une découverte en informatique. Ça, déjà, il y en a plusieurs qui se disaient c'est quoi le rapport, là? Il y a sûrement plusieurs chercheurs en physique qui ont dû se gratter la tête là, ce matin-là quand ils ont vu que le prix Nobel allait à des chercheurs en informatique. Mais la plus grosse controverse, c'est que le prix Nobel ne tient pas compte de travaux très importants qui ont précédé les travaux de Hopfield puis Hinton. En fait, il y a un chercheur réputé dans l'article. On cite un chercheur réputé en informatique qui s'appelle Jürgen Schmid-Huber. J'espère que je le prononce de la bonne façon. Il parle lui dans son cas, il parle carrément de fraude et de plagiat. Donc, toujours dans le même article du Harvard Technology News, il rappelle qu'il y a des pionniers de l'apprentissage automatisé qui auraient dû, bien avant Hopfield et Hinton, recevoir cette reconnaissance, des chercheurs comme Alexei Ivaknenko et Valentin Lapa. Et ça, 20 ans avant les travaux d'Hopfield et Hinton, là, ces deux-là auraient produit les premiers algos d'apprentissage profond. Les connaissez-vous? Non. Moi non plus. Puis probablement qu'ils vont finir comme des personnages mineurs de l'histoire du développement de l'intelligence artificielle. Parce que la science, c'est aussi ça. En fait, c'est ça le cœur de mon billet aujourd'hui. C'est rappeler que la science, c'est pas exactement comme certains la conçoivent. C'est pas un bloc rationnel de savoir pur qui serait coupé de la société puis qui serait par quelle magie il serait protégé des petites joutes humaines puis une espèce de bloc de savoir là, qui avancerait à coup de fulgurance rationnelle. La science, c'est pas ça. C'est pas ce genre de récit. Je sais qu'on aime la raconter comme ça, mais c'est pas ça. C'est pas un récit où une personne seule aurait reçu une pomme sur la tête
pour découvrir tout à coup tout un pan entier du savoir. Si on prend un pas de recul, c'est ce qui se passe en sociologie des sciences, en philo des sciences, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est observer, puis analyser la science, la recherche, mais l'observer telle qu'elle se fait. Pas telle qu'on l'idéalise, là, mais telle qu'elle se fait. Puis on découvre que le savoir, ça se construit, mais ça se construit brique par brique, article par article, puis par des humains. Puis les humains ont leurs propres failles, leurs petites joutes humaines, leurs petites tensions sociales et politiques, puis aussi leur petit prix de reconnaissance. Puis la vérité là-dessus, c'est... en fait, si vous avez déjà fait de la recherche, vous le savez, les grandes avancées scientifiques, ça s'appuie sur une somme colossale de savoir produit par celles et ceux qui nous ont précédés. En fait, toute la recherche est fondée là-dessus. Là. Tout notre doctorat, c'est ça, là, c'est voir, coudonc, il y a combien du monde qui ont passé avant moi, puis on collige tout ça, puis après ça, on fait un petit pas, un humble petit pas. Sauf que le million du prix Nobel va juste dans 4 poches. Voilà. Puis ça aussi, c'est intéressant. C'est une institution, un prix Nobel, mais c'est une institution qui fait partie de la science, de notre conception de la science. Mais si on la distingue de la recherche, mais la recherche, ça se fait pas exactement comme ça. Il y a certains, Fred, tu as raison, il y a certains qui vont recevoir un beau prix Nobel, mais c'est ce que je voulais dire, c'est que vous et moi, on le sait, le savoir, y compris le savoir en intelligence artificielle, là, c'est le produit de tout le travail de toutes celles et ceux qui contribuent, qui ont contribué, puis qui le font patiemment, rigoureusement et humblement. Et qui ne recevront malheureusement pas de prix Nobel. Étiez-vous au courant de cette controverse? Non. Première fois que j'entends parler de ça. C'est ça. Pour faire une mauvaise analogie avec le jeu vidéo, des fois, tu es un boss, puis des fois, tu es un NPC. Puis là, eux autres, c'est des NPC. Il y a ça aussi. Soyez des NPC. Non, mais c'est ça. Ça fait partie de la dynamique. Puis c'est pas la première controverse. Hein. Toutes les fois qu'il y a des personnes qui sont reconnues pour leur contribution, c'est comme si on leur attribuait tout un champ du savoir. Écoutez, en génétique, par exemple, la découverte, c'est Watson et Crick. Mais il y a Franklin, comment elle s'appelle? Christa, je vais essayer de le retrouver, son nom, mais je pense que c'est Franklin qu'elle s'appelle, qui est une des premières femmes à avoir fait les premières découvertes. Là, tu savez, les images où on voit des diapositives en X, là, on voit les premières structures de l'ADN, mais en plongée. Puis c'est elle qui a produit, donc, puis à toutes les fois que les gens disent que la génétique, elle a été inventée. Elle a été découverte par Watson et Crick, la structure de l'ADN. Il y a toujours du monde qui dit non, il y a bien du monde qui ont passé avant eux, y compris cette femme qui était considérée comme étant la secrétaire de l'autre, parce que à cette époque-là, on tassait tout le monde, puis toutes celles surtout qui n'avaient pas qui ne pouvaient pas avoir ce genre de statut. Donc ces controverses-là, dans l'histoire de la science, dès qu'on se penche un peu là-dessus, on le voit bien, là, ça reste de belles joutes humaines, puis on avance tranquillement, puis tout à coup, on décide des fois de donner un petit peu plus de reconnaissance à certaines personnes, mais il y en a toujours autour qui trouvent que c'est bien injuste, et parfois, ils ont tout à fait raison. OK, c'était ce que je voulais vous proposer comme réflexion. Bloc 2, deuxième tour de piste, je me retournerai vers Shirley. Ouais, je suis bien contente de vous avoir écoutés tous les deux, parce que je pense que, je ne sais pas si ça va être un indicateur de productivité, de performance, mais j'y vois des liens avec ce dont je vais parler juste après. En tout cas, je peux à minima raccrocher un chariot de la hype à la fin de mon sujet. Donc, affaire à suivre. Avant que je te laisse aller, excuse-moi, Charlie, j'ai fait une petite recherche. Rosalind Franklin. Donc, Rosie Franklin, c'est comme ça que Watson en parle dans son ouvrage où il raconte le récit de la double hélice.
C'est de cette femme dont je parlais, dont j'avais oublié le nom, qui est encore un symbole qu'elle est trop souvent oubliée. Oublié, ouais. Je te laisse On aller pourrait chercher. l'inscrire sur la liste des lauréats pour un prix Nobel en littérature, mettons. Faudrait. Tu sais, Faudrait. je veux dire, l'autre a eu un prix Nobel en physique pour des travaux en informatique. Alors pourquoi pas? tu sais? Pourquoi pas? Vas-y, Shirley. Ok, bon, j'ai 2 questions à vous poser. Est-ce que vous êtes geek? Je me définis assez comme geek, oui. Ok. Est-ce que vous aimez les chats? Oui, Oui, mais plus que les Ok. chiens. beaucoup. Bon, ça, c'était une blague en vrai, comme Ah. question. Quoique, vous allez voir. Si vous répondez oui à ces 2 questions, vous pouvez regarder la série Silicon fucking Valley sur Arte. Est-ce que vous en avez entendu parler? Ben non. Pas Ah, parfait. Écoutez, je pense qu'elle est disponible dans le monde entier parce que elle est sur la chaîne YouTube de Arte. Donc, allez voir, vraiment. C'est une série américaine, Silicon fucking Valley? ou- Français. Hey, Ah oui, ben oui. Ça Cocorico. explique le titre. Là. attention. On rigole pas là. Donc, non, Cocorico, Silicon fucking Valley, une petite série documentaire de 6 épisodes de 15 minutes environ. Donc, en plus, c'est court, c'est cool, c'est chill, c'est français. Donc, voilà, pas C'est d'immense... cool, c'est chill, c'est français. C'est sûr que c'est souvent C'est ça la improvisé. France. J'allais dire cool, chill, français. Ben, on va se faire un t-shirt, Charlie, c'est sûr. Super, je suis contente. Parfait, j'ai un slogan. Bon, pas d'immense révélation pour les experts de la tech que vous êtes toutes et tous, que ce soit au micro ou à l'écoute, mais des anecdotes plutôt sympas. C'est un documentaire qui retrace l'histoire et explique vraiment bien comment des trajectoires ont été prises dans cette région du monde. Et ça explique également l'impact de la Silicon Valley et de ses entreprises, surtout qui sont concentrées dans le monde entier. J'ai quand même appris des choses sur le plan historique. J'avais en tête quelques noms importants, exemple à citer Steve Jobs, bien sûr, mais qui fait en fait partie des contemporains de l'histoire de la tech et de l'IA. Là, le début du documentaire revient vraiment sur les pères et les mères de la Silicon Valley, donc c'est pas mal et ça invite à creuser justement pour en apprendre plus sur ces personnes-là. Donc le berceau de la tech, passé à la loupe, à la cool avec Luc Julia qui est en chemise hawaïenne, qui vous fait la visite, donc fun. Une visite durant laquelle on comprend bien comment cette région du monde et ses entreprises se sont bâties. Et bien sûr, un focus sur l'intelligence artificielle dans l'épisode 4, vu comme le nouvel Eldorado de la tech. Quand vous en serez là, vous comprendrez pourquoi j'ai demandé si vous aimiez les chats. Spoiler alerte, Luc Julia, pas trop. Voilà. L'épisode d'après, il retrace aussi comment... Luc Julia n'aimait pas les chats, c'est ça? Ouais, pas trop. Bah, vous verrez dans l'épisode, il se retrouve au milieu de chats. Pas fun pour lui. À ce moment-là, ouais. Pas à l'aise. Pas très à l'aise. Wow! Ah ouais. L'épisode d'après, donc je disais, il retrace comment ces acteurs également sont financés. Et c'est là que je raccroche avec le chariot de la hype parce que justement, on voit à quel point en fait aussi c'est notamment les GAFAM investissent des sommes absolument colossales dans des technologies, dans des choses qui font partie de la hype justement et qui explosent juste derrière et ils perdent des milliards au passage, mais ça continue et ils investissent et ils investissent et ils investissent et ils perdent des milliards, mais ils en gagnent tout autant de l'autre côté. Donc c'est assez intéressant à voir. On y voit justement des investisseurs utiliser l'intelligence artificielle pour débusquer la pépite, le talent de demain parmi les ingénieurs du monde. Ils scannent le monde entier. Donc vraiment très très intéressant. Il y aurait bien des choses à dire, notamment sur leur financement, vraiment. Mais je vous propose d'abord d'aller voir ce docu et puis après venir on en parle. Ah oui, je vais écouter ça aujourd'hui même, je pense. C'est sur Arte, t'as dit, hein? Sur Arte, la chaîne YouTube Arte, vous tapez Silicon fucking Valley, vous tombez dessus. Ah, super. Ben oui, Voilà, c'est court, je vais c'est bien. Je vais mettre ça sur ma chaîne YouTube. Oui, parce que le capital de risque, le rôle du capital de risque dans la Silicon Valley, c'est comme modèle d'investissement, si on veut, là, c'est vraiment un rôle important. Ouais. Puis là, ben, il développe, j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais il y a A16Z, là, Andreessen Horowitz,
qui poussent depuis quelques années, 2022, je pense, cette philosophie d'investissement-là qui s'appelle du dynamisme américain, qui consiste Oui, à c'est ça. investir les services publics, si on veut, à privatiser ou à, en tout cas, développer des systèmes d'intelligence artificielle, des systèmes technologiques pour investir notamment les services publics, pour être capable d'aller chercher d'autres formes d'innovation puis d'autres formes d'investissement, parce que c'est ce qu'ils font. Mais ça montre à quel point ils ont pas juste un savoir-faire particulier, ils ont aussi une vision technopolitique de c'est quoi la place de la technologie dans la société. Puis tout. Fait que je vais aller voir ce documentaire-là vraiment tôt. En fait. Si vous C'est voulez court, donc l'incarner c'est- aussi, vas-y, Shirley. C'est court, donc c'est dommage parce qu'on reste sur notre fin. Mais en même temps, je trouve que ça brosse un tableau, c'est très clair. Ça montre bien comment ça s'est bâti, les évolutions. Et moi, personnellement, je sais que j'avais sous-estimé justement l'impact de ces investisseurs-là dans le monde de la tech. Donc c'est bien, ça fait un petit rappel, ça fait un petit ah ouais, c'est comme ça que ça fonctionne aussi. Donc pas mal. Moi, j'allais ajouter que si vous voulez avoir une belle histoire de la tech, de l'informatique, ça ne se rend pas jusqu'à l'intelligence artificielle, mais si vous voulez voir un petit peu le type de personnage qu'on a habituellement dans le domaine informatique, il y a une belle série américaine qui est toujours très bien cotée quand je regarde des palmarès. Ça s'appelle Halt and Catch Fire, Ouais, c'est où bien on ça. suit on suit l'évolution, la partie des premiers PC, des premiers programmes, des premiers... mais c'est incarné à travers des personnages, dont un gourou, là, un gourou de la technologie. Il y a un ingénieur là-dedans. Il y a une superbe Lovelace programmeuse avec des idées complètement flyées. Puis une femme gestionnaire. Je ne me rappelle plus des personnages, mais une belle série, si vous voulez... je pense que c'est 5 saisons, là, si ça vous tente d'approfondir ce sujet-là, incarner ça à travers la technologie. C'est très bien écrit, comme la plupart des grandes séries américaines, là. Halt and Catch Fire. C'est sur Ouais, c'est bien. AMC, me semble-t-il, qui avait produit ça. Parfait, moi je vais Fred, ajouter la liste. Fred, désolé. Deuxième tour de piste, qu'est-ce que tu avais à ajouter? Ah, là, je vais partir du contraire. Fait que je vais, au lieu de partir de l'académie puis d'avoir un exemple, je pars de l'exemple puis je m'en vais vers. OK, vas-y. Évidemment, c'est la période de correction, fait que j'ai évalué plusieurs copies, puis je me rends compte dans les copies, comme plusieurs collègues, en fait, qu'il y a beaucoup de passages qui ont été générés par une intelligence artificielle. Oui, Aïe, Quel aïe, trouve? aïe, aïe. Ouais, il y en a vraiment beaucoup. L'enjeu, c'est pas tant qu'ils utilisent ça pour générer du texte. Tu sais, à la rigueur, on envoie des signaux, toutes les institutions, puis la plupart des gens qui sont dans leur environnement envoient le signal qu'on l'utilise de toute façon. Ce qui fait que je comprends qu'un étudiant ou une étudiante soit tenté d'y aller. Le problème, c'est qu'ils copie-collent des passages qui n'ont pas de valeur ajoutée sur le plan Raisonnement. académique. Sémantique, Sur hein. le plan du développement des compétences en recherche, puis etc. Tu sais, quand c'est juste calqué, là, ça vaut pas grand-chose. C'est du slop. Tu sais. Ce qui fait que je râlais un petit peu avec moi-même. La plupart des profs râlent quand ils font de la correction. C'est aussi une montagne russe. Là. Ah, wow, quel bon texte, c'est moi qui ai fait ça, c'est génial. Ah, quel mauvais texte, c'est de ma faute. Ils ont rien C'est sûrement de ma faute qu'ils n'ont rien compris. On passe à travers plein d'étapes. Puis, en fait, il y a ma belle-fille qui m'envoie un message qui me dit « Regarde ça va t'aider dans ta correction. » Puis c'est un outil qui s'appelle Grade Assist Grade Assist, c'est la première version. Dans le moment, son nom réel, c'est VibeGrade. Comme du vibe coding, mais VibeGrade. En gros, VibeGrade. Ouais, c'est vraiment fameux. Je l'ai montré à mes étudiants puis à des gens avec qui j'étais allé faire des petites conférences. Puis c'est toujours un peu drôle parce que l'outil se présente un peu comme un chatbot ordinaire. Puis on peut demander à l'outil, voici, moi je suis professeur, j'enseigne à l'université, au cégep, peu importe, dans telle matière, à tel type d'étudiant. Puis que là, j'aimerais ça que tu me génères des critères d'évaluation. Parce que, tu sais, évidemment, on est prof, tu sais. Imaginez les critères par lesquels on évalue le développement de compétences de nos étudiants. Hey, c'est de l'ouvrage quand t'es prof, là. C'est pas vraiment le cœur de métier, tu sais. En tout cas, c'est ça. Puis, fait que là, on peut générer des critères. Fait que je dis, tiens, je vais générer des critères pour un travail. Là. Après ça, je suis allé sur ChatGPT 4.4o. J'ai dit, écris-moi un essai de 800 mots sur les fondements du management avec une perspective critique. Il s'est exécuté. Après ça, j'ai pris l'essai. J'ai fait un copier-coller dans la fenêtre de VibeGrade. Puis VibeGrade m'a donné une série de commentaires que je peux facilement copier-coller dans les travaux de mes étudiants. Il y a les notes en fonction de tous mes critères d'évaluation. Total de l'opération,
plus ou moins 1 minute et demie, à peu près. Puis après ça, je pouvais retourner à mes lectures et à mes recherches. Vraiment fameux. Fait qu'on aurait finalement des étudiants qui génèrent des travaux, des professeurs qui génèrent des grilles d'évaluation, qui génèrent une correction. Il reste juste à demander à Copilote de générer un email poche qui dit à l'étudiant « J'ai fini ta correction, voici ta note. » Super. Tout le monde est content, tout le monde est allé vite, tout le monde est retourné à ses affaires, tout le monde a eu des bonnes notes. Oui, mais le sens, c'est complètement perdu. Là. C'est-à-dire que l'étudiant n'est pas formé, puis toi, tu le formes pas. Non, puis tu viens Qui étaient les deux rôles, dans le fond. Lui, il doit se former, toi, tu dois le former, puis tout s'est perdu. Puis en même temps, ou à peu près en même temps, OpenAI a annoncé qu'il y avait un nouveau grade, là, un nouveau membership. Là. On pouvait payer 20 000 $ par mois pour avoir accès à un super agent autonome de niveau PhD. En tout cas, tu sais, c'est comme si on n'en sortait plus à un moment donné. Là, ça devient un peu lourd. Fait que je me suis dit, bon, à coup donc, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe puis comment les étudiants réagiraient s'ils apprenaient que mes notes de cours étaient générées par un ordinateur. Tu sais. Mais tu sais quoi? Je crois que c'est dans le New York Times, non? Cette oui, semaine je l'ai devant moi ici, ouais. Fait que cette semaine, j'ouvre le New York Times, puis il y a des étudiants qui se disent, ben voyons, il y a un de nos professeurs qui a utilisé ChatGPT pour générer ses notes de cours. C'est vraiment terrible. Puis là, je me suis dit, finalement, OpenAI ou Gemini ou Claude, ou etc., sont en train de rendre de plus en plus de monde vraiment tanné, parce que non seulement ils veulent utiliser l'intelligence artificielle pour sauver du temps, mais quand quelqu'un d'autre envers qui ils voulaient sauver du temps, comme un professeur par exemple, l'utilise, là ils sont déçus. Fait que les profs sont déçus parce que les étudiants sauvent du temps, puis les étudiants sont déçus quand les profs sauvent du temps. Fait que c'est une espèce de monde un peu bizarre. Mais c'est un monde où tout le monde manque de temps pour faire ce qu'il doit faire. Ben, c'est ça. Là, il faut qu'on se dise, coudonc, on va regarder c'est quoi dans notre environnement qui fait qu'on est tous déçus de même. C'est quoi qu'on doit faire, puis combien ça prend de temps pour le faire. On n'a jamais eu donnons autant le de temps choses de le automatisées. faire. Comment? Pourtant, on n'a jamais eu autant de choses automatisées en plus. Pourquoi on n'arrive pas à se libérer du temps? Je sais pas. Faudrait que quelqu'un on nous fait d'autres choses hein? avec le temps, c'est toujours ça. Mais il y en a plusieurs. Les premiers outils, c'était ça. Les profs ont prenez ces outils-là, puis vous allez avoir plus de temps pour consacrer du temps à vos étudiants, les encadrer, donner une relation humaine. C'est pas ça qui se passe. C'est pas ça que tu pognes le temps puis tu en fais d'autres choses de plus productif que cette relation humaine-là. Là. C'est ça. Ce qui fait que là, je me suis dit... mais c'est un peu ça. Mais c'est ça. Puis puis je me souviens t'étais là d'ailleurs, Jean-François, je me souviens d'une fois où je faisais une présentation sur une petite conférence pour l'éthique... dans le domaine de l'éthique en recherche, par exemple. Puis là, on avait des gens qui utilisent l'IA générative pour générer des demandes de certification éthique parce que c'est lourd faire ça, puis ça demande du temps. En même temps, l'IA, il se fatigue pas, fait qu'il en génère en crime de la justification en éthique. Là, s'il est bien coaché par l'opérateur, ça fait des plus longs textes. Puis là, on se retrouve finalement avec des comités d'éthique à la recherche qui manquent de temps, eux autres aussi, qui ont plus de textes à analyser, fait qu'ils font résumer par une machine, puis après ça, la décision éthique se prend. En tout cas, c'est un peu un monde de fou là, par rapport à ça. Ouais, c'est ça. Ça fait que je me suis dit, je vais aller voir exactement comment les modèles fonctionnent pour comprendre un peu plus. Je les comprends déjà, mais je voulais documenter les limites technologiques. Puis c'est là que je suis tombé sur quelques études, d'ailleurs, des gens sur les limites technologiques, puis qu'est-ce que ça provoque pour les utilisateurs et les utilisatrices. Je suis tombé sur des études qui parlent de déchargement cognitif, qui sont assez récentes. Puis ça, celle-là, je pense qu'elle a été assez plus promenée. Là. Elle a été plus souvent véhiculée un peu. Oui, c'est toujours même, je pense, qui parle de... Ouais, c'est ça. De plus en plus contestée. Je sais pas trop. Ça se peut. Là, je suis pas allé dans le détail. Je suis plus allé vers des cas autodéclarés de AI-colisme. OK. Fait que j'ai trouvé que l'expression est intéressante, du AI-colisme. Êtes-vous AI-colique? Le AI-colisme, en gros, c'est qu'il faut l'admettre d'abord. Ouais, oui, exact, c'est ça. Mais on commence à se douter... Bonjour, je m'appelle Jean-François Sénéchal. Je suis AI-colique. Oui, exactement. On pourrait commencer... Chaque réunion. Des épisodes spéciaux comme ça. C'est bon. des AIA, en tout cas, ça. Mais... il commence à se douter, en fait, que l'utilisation de l'IA générative, pour plein de raisons, peut-être déclenche le mécanisme de récompense. Autrement dit, quand on l'utilise, on se sent plus compétent parce que les résultats sont structurés et on a l'impression de l'avoir opéré. On développe ça renforce le biais Dunning-Kruger. On a une impression de compétence quand on remet nos résultats générés à la personne qui alors doit qu'on est de plus en plus incompétent. Oui, après ça, ils se sont rendus compte aussi que les gens déclarent de plus en plus qui ont tendance à retourner vers l'IA générative pour tout et rien. Là. Dès qu'ils ont quelque chose à faire qui demande un peu de travail, ils y retournent. Fait qu'ils commencent à qui écrivaient des mots dans Google avant pour faire une simple recherche qui maintenant
ils écrivent Puis souvent maintenant, c'est ça. Puis quand j'ai questionné mes propres étudiants, c'est vraiment pas scientifique, mais ces éléments-là ressortent vraiment beaucoup. Fait que là, ils se disent, ben, je l'utilise pour tout. Dès qu'il y a un effort à faire, ils se tournent vers l'IA pour faire de la recherche exploratoire, pour résumer des textes, pour ce genre de choses-là. Puis je comprends pourquoi. Mais en même temps, c'est problématique sur le plan du développement des compétences parce que minimalement, avec Google, tu as plein d'informations que tu dois synthétiser, structurer, travailler avec. Fait qu'il y a un développement de compétences qui se fait à la structuration des savoirs. Avec ChatGPT, Gemini, Claude, ou etc., le contexte il est généré d'avance. Fait que ta réponse est tout le temps contextualisée. Fait que ça te très bien prive. structuré, avec Est des bien beaux petits structuré, ça ne veut pas paragraphes, dire qu'elle est vraie, mais des c'est petits ça. mots à caractère grand. Puis... Fait qu'il y a quelque chose qui est individuellement payant, mais qui peut-être socialement pourrait être catastrophique quand on prend mon exemple ensemble, puis comment les étudiants l'utilisent. Puis là, je suis pas en train de dire c'est des paresseux intellectuels, je suis en train de dire que Et surtout dans un contexte où ils doivent être formés. C'est à ça. pendant cette étape-là, quand ils sont en train de se former à ces compétences-là, c'est là où il faut que tu sois plus restrictif, que tu t'assures qu'ils aient les compétences. Une fois que tu as acquis les compétences, à la limite, ça me dérange. C'est comme la calculatrice. Là. Ben, c'est ça. L'exemple, c'est ça. C'est Là, ça. c'est, tant que tu n'es pas capable de calculer toi-même, ben, tu n'as pas le droit à une calculatrice. Puis une fois que tu es capable de calculer, bon, c'est correct. Maintenant, tu peux prendre une calculatrice, peut-être. Puis Peut-être. encore avec la calculatrice, comme si oui, mais encore, en plus, c'est déterministe. Fait que même si tu sais pas calculer, comme la calculatrice est déterministe, elle va toujours donner la même réponse selon l'équation que tu lui donnes. Tu peux aussi l'utiliser pour apprendre à formuler tes équations et à les appliquer parce que ça va toujours être la même chose. Peu importe la calculatrice ou la place ou la personne qui l'utilise. Fait que tu peux probablement l'utiliser comme un outil pédagogique pour apprendre à faire des équations ou à les réfléchir. Mais avec l'IA, c'est probabiliste. Fait que les réponses vont toujours varier un peu. Ça fait qu'il y a comme cet élément-là de stabilité qui nous échappe un peu. Fait que là, ben, en fait, ce qu'il faut considérer, c'est l'impact. Pourquoi on utilise l'IA? C'est à cause des conditions dans lesquelles on étudie, dans lesquelles on travaille. On manque de temps, on manque de ressources. Fait que puis ça, ben, il y a quelqu'un qui en profite. Mais en profitant de ça, qu'est-ce qu'on perd? On perd les occasions de développer une maîtrise supplémentaire, de restructurer nos idées, etc., etc. Fait que ça, moi, ça commence à m'inquiéter sur le plan collectif, si on veut, même si je suis un super utilisateur de ces trucs-là. Mais je me sens pas encore AI-colique, là, mais ça m'est rentré dans la tête. Puis j'ai aussi, est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'OpenAI avait développé une nouvelle version de 4O qu'il l'avait retiré au début du mois de mai. Oui, j'ai vu ça cette semaine. Qui était retourné sur un modèle intérieur. Ils ont de la difficulté à gérer ce qu'ils appellent la flagornerie, donc le sycophancy. Oui, c'est ça. Ils n'arrêtaient pas de dire t'es bon, t'es beau, t'es... Ils ont mis ça sur le dos des pouces en l'air puis des réactions positives puis négatives qui auraient peut-être renforcé un peu certaines tendances du modèle, mais il ne faut pas oublier que dans leur modèle, quand ils sont allés chercher des données sur Internet, ils ont aussi pris une quantité phénoménale de textes de marketing. Là. Fait que tu penses que la flagornerie, ça vient de ce genre de texte-là, flagorneur? Je pense que la flagornerie a peut-être des éléments structurels, puis il y a des études qui commencent à penser que c'est probablement le cas. Autrement dit, les systèmes, les modèles linguistiques seraient structurellement flagorneurs. Flagorneur, ça veut dire structurellement, les résultats vont être biaisés en faveur de l'utilisateur. Ben, surtout, j'imagine au moment de l'apprentissage, quand tu fais ces algorithmes-là, si ça te produit un texte qui dit du bien de toi, ben, j'imagine qu'il y a plus de pouces en haut que de pouces en bas. Ben, exact. Fait que là, tu as peut-être une boucle en plus. Tu as raison, il y a peut-être une boucle de rétroaction qui est là, mais là, évidemment, je ne suis vraiment pas un expert là-dedans. Mais ça veut dire que pour des étudiants, des utilisateurs, des professionnels qui utilisent ça, ben, la réponse est structurée d'un point de vue. Rapidement, la réponse va avoir de l'allure, mais en même temps, il y a des chances qu'il y a un biais envers l'utilisateur plutôt qu'envers le savoir. Fait que donc, envers ce que ça provoque, c'est plaisant, plutôt qu'envers de la vérité ou quelque chose de plus objectif ou factuel. Puis il y a des études, il y a une compagnie qui s'appelle Vectara qui essaie de mesurer le taux de sycophancie, le taux de flagornerie. Puis ils ont déterminé que... Puis il y en a d'autres, là, Vectara, c'est une compagnie privée, mais il y en a d'autres, que j'ai trouvé d'autres éléments comme ça. Ça intéresse beaucoup parce que c'est une question de modèle d'affaires. Hein. Si on a de la difficulté à faire en sorte que les modèles cessent d'halluciner et cessent d'être biaisés en faveur de l'utilisateur plutôt qu'en faveur de la factualité, ben ça veut dire que les modèles linguistiques sont très limités et que le modèle d'affaires
s'effrite, Ouais. ce qui n'est pas une bonne chose. Non, et c'est pour ça que tu as raison d'insister sur le fait que c'est structurel, et je pense que ça va être compliqué à gommer, même à limer. Déstructurer, en tout cas. Ouais. Moi, je pense que dans les laboratoires de recherche, elle doit s'intéresser beaucoup aux biais de flagornerie, donc le sycophancy ou le sycophant effect, puis aux hallucinations, parce que les modèles hallucinent de plus en plus, même si on est capable de tempérer les éléments. Puis ça aussi, ça sort de nouvelles études. Par exemple, Vectara a mesuré que ChatGPT 4o, donc celui qu'on utilise plus souvent, avait un taux d'hallucination de 1,5% sur les résultats. Fait que, ça peut être une hallucination factuelle, ils se trompent littéralement et disent des niaiseries. Ça peut être une hallucination qui est structurelle, au sens où les idées sont là, puis sont claires, puis sont peut-être représentatives d'un fait ou de quelque chose d'autre, mais la structure logique du texte peut être hallucinante un peu. Les concepts peuvent être mal classés, par exemple, ce genre de choses-là. Puis dans un contexte où ces modèles-là font du chain of thought, donc divisent les étapes de réalisation en plusieurs plus petites étapes qui vont ensuite résoudre une après l'autre, ce qu'on appelle des modèles résonants, là, entre guillemets, là. Ben, cette mesure-là d'hallucination, elle a lieu à chaque étape, puis elle est cumulable, à compound, parce que si à la première étape, tu as 1,5% d'annulation, que ce soit d'hallucination qui est factuelle ou qui est structurelle, ou etc., ben, ça veut dire que la deuxième étape, qui tient compte du contexte, va l'intégrer, puis tout ça. Fait que je pense, à mon avis, que des grandes compagnies comme Anthropic et OpenAI doivent travailler très fort dans le moment pour tempérer beaucoup ces éléments-là, parce que si les taux d'hallucination, c'est structurel, on ne peut pas les éliminer complètement, puis si l'effet de flagornerie reste présent, qu'on a difficulté à l'atténuer, à le faire disparaître, ben ça veut dire que le modèle d'affaires même derrière l'intelligence artificielle est vraiment fragilisé dans un contexte professionnel ou de recherche. OK, ben merci pour cette belle aventure. L'intelligence artificielle, l'utilisation, de partie de l'utilisation dans les universités. D'ailleurs, parlant d'utilisation dans les universités, il y a aussi, je pense en avoir déjà parlé ici, l'utilisation en recherche aussi dans des articles scientifiques. Il y a un beau texte de Guillaume Cabanac. Un jour, je pense j'en avais parlé ici, là, qui faisait cette recension-là, puis qui s'amuse à chercher des traces d'utilisation de l'intelligence artificielle dans la littérature scientifique, là, donc des mots comme regenerate, qui était là au début dans les premières versions, mais là, ça prend toutes sortes de formes dans le texte. Dans des textes scientifiques, on retrouve la mention « as an AI language model », ou tout à coup un paragraphe où la personne, l'auteur, se met à parler à la première personne. Donc ça, c'est des traces, là, des petits flags là, qui... Puis en même temps, ce qui critique, c'est pas autant l'utilisation, parce que habituellement, un chercheur, ça sait écrire, là. Donc, s'il veut se faire accompagner, c'est ses affaires. Mais comment se fait-il que dans le système qui est celui de la recherche, ces traces-là n'ont pas été démasquées là, ou débusquées et corrigées? C'est-à-dire qu'il y a souvent 5-6 auteurs, ben, ils sont supposés d'avoir lu le texte. Comment se fait qu'ils l'ont laissé là? Il y a tout le processus d'édition, de révision par les pairs. Écoutez, si vous n'avez pas le temps de le lire, il faut le dire, là, mais c'est aussi votre boulot de le lire, le texte, là, avant de le publier. Là. Il y a de plus en plus de revues interdisent, ou en tout cas demandent très avec beaucoup d'insistance de cesser de faire des revues des articles, de révision des articles avec l'aide de l'intelligence artificielle. Parce que tu perds ces éléments-là. Parce que tu prends un article, puis tu le donnes à ChatGPT, mettons, ou à Notebook LM, en disant « je veux que tu me fasses je veux que tu me racontes l'article, tu le résumes, puis etc. » Puis après ça, j'interviens. Mais tous ces petits éléments-là, ces particules-là qui permettent d'observer l'utilisation d'un LLM. Mais ça a rapport aussi avec l'honnêteté. Quand tu lis un review, tu veux que ça soit la personne qui a lu le texte, qui prenne le temps de prendre sa tête, puis son originalité, puis sa personnalité, puis son unicité pour te dire ce qu'il en pense, ce qu'il a compris, tu veux pas savoir ce que ChatGPT en fait, tu es capable de le faire, ça. Oui, mais dans un contexte où ton travail est dirigé, que tu as une direction, que tu as des attentes, puis etc., tu normalises plein de comportements. Tu sais, ça, c'est humain, puis ça, c'est un comportement normalisé. Tu prends un outil, puis tu le fais, tu sais, sachant que tu vas pas sauver la vie de quelqu'un, puis tu vas pas provoquer la mort de quelqu'un. Là, ta job, c'est juste de pouvoir revendiquer dans ton plan de travail que tu as fait des révisions d'articles. Tu sais.
Donc, tu as participé à la recherche. Fait que c'est sûr que. Mais je comprends ce que tu dis, puis je suis d'accord, là, mais c'est ça. Ils se sont même rendus compte des fois, puis là, je sais plus c'est quoi, mais c'est une phrase qui a aucun sens, qui se retrouvait dans des papiers scientifiques, des fois en biologie, des trucs comme ça, mais la phrase désigne un phénomène, mais quand tu essaies de comprendre c'est quoi le phénomène, il n'y a aucune référence nulle part. Puis ils se sont rendus compte que ça venait du fait que dans les jeux de données d'entraînement, il y a des vieux articles où la page est une photo, c'est pas des colonnes avec des caractères. Fait que là, le texte est scanné, mais le modèle fait pas la différence entre deux colonnes différentes, c'est juste une image. Fait qu'ils se sont rendus compte que l'expression en question, c'était une section de phrase. Le jeton, c'est une section de phrase de la colonne de gauche avec la section de phrase qui est en face de la colonne de droite, mais qu'il y a à peu près 8 paragraphes. Ça se peut, ça se peut. Mais en même temps, oublions pas que ces outils-là sont la pire version des 20 prochaines années. Là. Ça devrait s'améliorer, j'imagine, ce genre de défaut technique-là. Écoutez, on va s'arrêter aujourd'hui, Fred, Shirley. Ce sera tout pour notre 110e épisode d'IA Café. Gros thème, une belle aventure encore, le droit informatique, sociologie, philosophie des sciences, éthique. On a fait tout ça encore. C'est ça aussi, IA Café. Merci à vous tous et toutes qui nous suivent depuis tous ces épisodes dans cette aventure qu'est notre exploration des enjeux éthiques, techniques et sociaux de l'intelligence artificielle. Merci à mes fidèles collaboratrices cette semaine, Shirley Plumera. Merci. Merci, un plaisir de jaser avec vous. Yes. Et Frédéric Plamondon. Merci, Fred. Merci, ça fait plaisir. Puis on est rendu à quel épisode, là? 110. 110, ça fait 5 ans, ça veut dire? Hey. Ça va faire 5 ans. On va clore notre 5e année au dernier épisode cette saison. 5 ans, Fred, qu'on fait ça. C'est fou, hein? Merci. Ça fait plaisir. Merci. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, partagez notre podcast. Parlez-en. Commentez nos publications. C'est toujours le fun de voir vos commentaires. Puis parlez-nous, écrivez-nous. Faites votre boulot. Parlez-en à celles et ceux qui vous entourent. On se revoit au prochain épisode. Et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.